y a 18 ans, l'histoire de la fille de l'un des sultans les plus puissants de Malaisie a fait les gros titres, défiant les conventions lorsqu'elle épousa un Français ordinaire, un homme du peuple nommé Aubry. Ce mariage, loin de faire l'unanimité, a secoué les fondations d'une tradition ancestrale. Selon les récits de l'époque, son père, le souverain vénéré, s'y était initialement opposé avec fermeté. Pourtant, face à ces défis colossaux, ce couple peu commun refusa de céder, s'accrochant l'un à l'autre avec une détermination inébranlable. Comment une princesse de sang royal et un roturier ont-ils pu se battre avec tant d'ardeur pour leur amour? Quels sacrifices ont-ils dû consentir pour pouvoir enfin être ensemble? Et 18 ans plus tard, quel destin leur histoire a-t-elle finalement réservé? Pour percer les mystères de cette romance extraordinaire, plongez dans l'intégralité de leur parcours. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer de ces récits fascinants. L'aventure commence ici. La famille royale de Selangor incarne l'une des lignées les plus anciennes, les plus opulentes et les plus influentes de toute la Malaisie. À sa tête règne le sultan Sharafuddin, l'actuel sultan de Selangor, une figure royale dont l'autorité et le respect dépassent largement les frontières de son État. Parmi ses nombreux enfants, l'une de ses filles allait grandir pour devenir l'une des personnalités les plus admirées de toute la famille royale malaisienne, une femme dont le parcours allait marquer les esprits. Son nom est Tengku Zatasha, et son histoire, celle d'un amour royal, est l'une des plus singulières et remarquables que la Malaisie ait jamais connue. C'est une épopée où le cœur a su braver les règles et les attentes. La princesse Zatasha vit le jour le 12 octobre 1973. Son enfance, bien que princière, ne fut pas exempte de difficultés, marquée notamment par le divorce de ses parents alors qu'elle n'avait que 14 ans, un événement qui laissa une empreinte indélébile. Elle entreprit ses premières années d'éducation dans l'effervescence de Kuala Lumpur, avant de s'envoler pour Londres, où elle poursuivit sa scolarité dans une prestigieuse école publique. Par la suite, son parcours académique la mena à l'université de Middlesex, toujours à Londres, où elle décrocha une licence en espagnol et en français, jetant ainsi les bases d'une ouverture culturelle précoce. Diplômée, Zatasha aurait pu aisément choisir de mener une existence dorée au sein du palais, drapée dans le luxe et les privilèges inhérents à son rang. Pourtant, animée par un désir profond d'autonomie et d'authenticité, elle préféra une voie bien différente, celle de gravir les échelons par ses propres moyens, à l'instar de n'importe qui d'autre. Elle n'a jamais souhaité s'appuyer sur son statut de princesse, cherchant à prouver sa valeur intrinsèque. Après l'université, Zatasha enchaîna diverses expériences professionnelles, démontrant une polyvalence et une détermination remarquables. Elle fut tour à tour chargée de clientèle à Barcelone, gérante de la réception dans un hôtel de Londres, et même écrivaine pour le renommé New Straits Times à Kuala Lumpur. Tout au long de ces expériences, elle s'abstint de révéler son identité royale, préférant être traitée comme une collègue ordinaire, sans attention particulière ni privilège indu. Elle aspirait à être jugée sur ses compétences et sa personnalité, non sur son titre. Sa passion inextinguible pour la France la conduisit finalement à Paris, la ville lumière, où elle s'inscrivit à la prestigieuse université de la Sorbonne. Loin des fastes du palais, elle menait une vie simple, logeant dans un petit studio et empruntant le métro chaque jour, se mêlant à la foule anonyme. Il lui arrivait fréquemment de passer près de 2 heures dans les transports en commun pour rejoindre ses cours du soir, tout en cumulant un emploi à plein temps au siège parisien de L'Oréal, en tant que responsable de la communication corporate internationale. C'est durant cette période trépidante, en 2005, que le destin frappa à sa porte. Par l'entremise d'amis communs, elle rencontra un jeune cinéaste français du nom d'Aubry Ménesson. Parisien d'origine, Aubry fut sollicité pour faire découvrir la ville à Zatasha, alors nouvelle venue. Très vite, il fut subjugué par son charme et son esprit. Peu de temps après, ils partagèrent un dîner romantique, scellant les prémices d'une relation naissante. Mais à l'insu d'Aubry, la femme assise en face de lui n'était pas une simple étudiante. C'était une véritable princesse, portant le poids d'un héritage millénaire. Durant les 3 premiers mois de leur relation, Aubry n'eut absolument aucune idée de l'identité de celle qu'il fréquentait. Zatasha s'était présentée comme la fille d'un diplomate, sans plus de détails. Aubry tomba éperdument amoureux de sa personnalité pétillante, de son intelligence vive et de son humour contagieux, totalement inconscient du secret extraordinaire qu'elle portait. La vérité ne fut découverte qu'accidentellement, lorsque, par le plus pur des hasards, il tomba sur une carte de visite de son père, ornée d'une photographie du sultan en grande tenue royale. La révélation fut un choc total, une secousse inattendue dans la douceur de leur romance. Zatasha expliqua plus tard pourquoi elle avait gardé son identité cachée, avec une sincérité touchante. Je n'ai jamais rien dit à personne parce que je voulais que les gens m'apprécient pour ce que je suis, pas pour mon titre. Mon statut a souvent attiré de fausses amitiés et une attention insincère, et je voulais éviter cela à tout prix. 6 mois après leur rencontre, le couple s'envola pour la Malaisie à l'occasion des vacances.
Aubry admit plus tard qu'il était extrêmement nerveux, rongé par l'incertitude de savoir si la famille de Zatacha et le peuple malaisien l'accepteraient. Dès leur arrivée, il commença à saisir l'ampleur véritable de la position de Zatacha. Il observa des gens s'incliner respectueusement devant elle, un spectacle totalement étranger à son vécu. C'était un monde aux antipodes de tout ce qu'il avait connu, un univers où les traditions et les hiérarchies régnaient en maître. Mais le plus grand défi restait à venir, une épreuve qui mettrait à l'épreuve la solidité de leur amour. Aubry désirait plus que tout épouser Zatacha, et cela signifiait demander la bénédiction de son père, le sultan de Selangor en personne. Le sultan, gardien d'une lignée millénaire, ne fut pas immédiatement convaincu. Un roturier français, sans titre royal, sans ascendance noble et sans connexion à la cour, n'était absolument pas le mari qu'il avait imaginé pour sa fille. Par conséquent, il s'opposa initialement avec ferveur à ce mariage, invoquant la tradition et le devoir. Pendant 2 longues années, Zatacha s'évertua patiemment, avec une détermination sans faille et une inébranlable tendresse, à convaincre son père d'accepter leur relation. Elle expliqua son amour, la sincérité d'Aubry et l'importance de ce choix pour son propre bonheur. Finalement, la résistance du sultan s'adoucit, ses défenses s'effritant face à l'amour indéfectible de sa fille. Il donna enfin sa bénédiction au couple, un geste qui ouvrait la voie à une union extraordinaire. Leur mariage fut célébré en plusieurs étapes, unissant les cultures et les traditions. La cérémonie religieuse eut lieu en novembre 2007 à la Grande Mosquée de Paris, officiée par le grand imam lui-même, un symbole fort de leur union interculturelle. Par la suite, les jeunes mariés célébrèrent leur bonheur avec leurs âmes à bord d'une péniche, naviguant le long de la Seine, offrant une touche de romantisme parisien à l'événement. Puis, en février 2008, une somptueuse réception royale fut organisée à l'Istana Alamshah à Klang, le palais royal, réunissant près de 500 invités, un événement d'une grandeur rarement égalée. Pour Aubry, se tenir au cœur d'un palais royal malaisien, entouré de siècles de traditions et d'histoire, était la concrétisation d'un rêve qui semblait presque impossible quelques années auparavant. C'était la preuve vivante que l'amour pouvait véritablement transcender les frontières et les classes sociales. Avant la célébration de leur union, Aubry, par un acte de profond engagement et de respect envers la culture de son épouse et la foi de sa nouvelle famille, s'était converti à l'islam. Il reçut alors le nom musulman de Rahim, un nom riche de sens qui signifie générosité et gentillesse. Lorsque Zatacha entendit ce nom et en découvrit la signification, elle déclara qu'il était tout simplement parfait, reflétant précisément la personne qu'il était, son âme bienveillante. Après leur mariage, le couple prit une décision majeure, quitter leur vie parisienne pour s'établir définitivement à Kuala Lumpur. Ce ne fut pas une décision facile pour Aubry, qui laissait derrière lui son pays natal, mais il était prêt à tout sacrifier pour la femme qu'il aimait, pour construire une vie commune. Il s'immergea immédiatement et avec enthousiasme dans la culture malaisienne. Il s'inscrivit à des cours de Bahasa Malaysia, la langue nationale, et s'engagea avec détermination à s'intégrer aussi rapidement et pleinement que possible, faisant preuve d'une adaptabilité et d'un amour exemplaire. 10. Zatacha et Aubry unirent leurs forces et leur esprit entrepreneurial pour cofonder Originalo, une entreprise pionnière en Malaisie. Cette société innovante proposait des coffrets cadeaux de luxe, offrant des séjours hôteliers, des soins de spa et des dîners gastronomiques, une première sur le marché malaisien. Parallèlement à cette aventure commerciale, Aubry rédigea un livre émouvant et inspirant racontant leur extraordinaire histoire d'amour, intitulé My Princess, The Sultan and I. Cependant, leur vie commune ne se résumait pas uniquement aux affaires et aux livres. Le couple partageait une profonde passion pour les voyages et l'aventure. Au fil des années, ils explorèrent d'innombrables destinations à travers le monde, nourrissant leur existence de nouvelles expériences, de découvertes enrichissantes et de souvenirs inoubliables. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils n'eurent jamais d'enfants. Bien qu'ils n'aient jamais publiquement qualifié cela de sacrifice, ils semblaient parfaitement épanouis et heureux de la vie qu'ils avaient bâtie. Ensemble, une vie riche en partage et en exploration. Aujourd'hui, près de 18 ans se sont écoulés depuis leur mariage et pourtant, leur relation semble plus forte et plus solide que jamais, défiant le temps et les épreuves. Aubry occupe désormais le poste de directeur de Light Targets en Malaisie, une entreprise spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions d'éclairage innovantes. Il détient également des parts dans la franchise Cold Stone Creamery en Malaisie et est un coureur de marathon actif, menant une vie riche et engagée. Tengku Zatacha, quant à elle, n'a jamais cessé de s'investir pour les autres. Elle est une mécène et une fervente partisane de nombreuses organisations caritatives et communautaires, travaillant étroitement avec des programmes qui soutiennent les enfants défavorisés, les familles vulnérables et les personnes confrontées à des situations difficiles. Ceux qui la connaissent la décrivent comme quelqu'un qui ne se contente pas d'assister à des événements de bienfaisance.
Elle s'implique personnellement et profondément dans chaque cause qu'elle soutient, apportant son temps, son énergie et son cœur. Lorsqu'on les interroge sur le secret de leur mariage solide et durable, Zatacha répond avec sincérité que l'honnêteté, la communication ouverte et le fait de toujours se faire passer en premier l'un pour l'autre sont les fondations inébranlables de leur relation. Aubry ajoute qu'un mariage réussi exige d'apprendre à penser moins en tant qu'individu et davantage en tant qu'équipe, en se concentrant sur la relation elle-même plutôt que sur soi seul. Pensez-vous que c'est là le véritable secret d'un mariage heureux et épanoui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et voilà, c'est la fin de cette histoire captivante. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez en voir davantage de ce genre, n'oubliez pas de laisser un pouce levé en signe d'appréciation. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous sans tarder à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être informé chaque semaine de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. À très bientôt pour la prochaine.